Quand la porte s'est refermée devant elle, tout le hall s'est tu. Pas complètement. Juste assez pour que le bruit du verrou ressemble à une gifle. Élise est restée debout avec son plat encore chaud entre les mains. Un gratin de pommes de terre. Celui que son fils adorait quand il était petit. La vapeur montait encore. Elle lui brûlait les doigts, mais moins que la voix qu'elle venait d'entendre de l'autre côté de la porte. Je t'avais dit de ne plus venir sans prévenir. Puis, une autre voix, plus basse, plus jeune, presque gênée. Maman, laisse. Ce mot-là l'a transpercé plus sûrement qu'un cri, parce qu'il n'était pas pour elle. Il était pour l'autre femme, celle qui vivait maintenant dans l'appartement de son fils, celle à qui la petite fille, derrière la porte, venait d'apprendre à dire maman. Élise a regardé le ruban rose accroché au plat. Elle l'avait noué dans le bus, comme une idiote. Comme quelqu'un qui croit encore qu'un dîner peut réparer des mois de silence. Un voisin est passé dans le couloir, il a baissé les yeux. Il a tout compris. C'est encore pire. Élise a voulu partir vite. Ses jambes n'ont pas obéi. Elle est restée là, ridicule, le dos voûté, le plat dans les bras, comme une femme qu'on aurait déposée devant sa propre absence. Puis la porte s'est entr'ouverte de 2 centimètres, pas plus. Léo n'a pas montré son visage entier, juste un œil. Une joue tendue, et cette fatigue qu'elle ne lui connaissait pas quand il avait 8 ans et qu'il courait lui ouvrir en chaussettes. Tu aurais dû appeler. Elle a tenté un sourire. Je voulais seulement voir Zoé. Il a fermé les yeux une seconde, comme si ce prénom lui coûtait. Ce n'est pas le bon moment. Alors elle a eu cette phrase, la mauvaise, celle qui arrivait toujours trop vite. Il n'y a jamais de bon moment avec toi. Léo a rouvert les yeux, froid, pas méchant. Pire que méchant. Définitif. Tu l'as choisi ce moment-là, il y a 20 ans. Et la porte s'est refermée. Cette fois, sans bruit, comme si la sentence était ancienne. Prête depuis longtemps. Dans le bus du retour, personne n'a remarqué qu'elle pleurait. À son âge, les gens confondent souvent le chagrin et la fatigue. Elle est descendue 2 arrêts trop tôt, comme chaque fois qu'elle pensait trop. La pluie venait de commencer. Une pluie fine. Pas assez forte pour laver quoi que ce soit. Son immeuble sentait le linge humide et la soupe. Au 3e étage, elle a cherché sa clé dans son sac trop grand, entre un paquet de mouchoirs, une ordonnance, un porte-monnaie usé et une enveloppe beige qu'elle n'avait pas remarquée en partant. Sans timbre, sans nom sur le devant, juste son adresse, écrite à la main. Elle a compris avant même d'entrer chez elle. Cette écriture, elle ne l'avait pas vue depuis des années. Sa main a tremblé. Pas de peur, pas exactement. D'une vieille secousse, de celle que le corps n'oublie jamais. Dans la cuisine, elle a posé le gratin sur la table. Personne ne le mangerait. Le silence de l'appartement était si propre qu'il en devenait cruel. Chaque objet était à sa place. Les chaises, les tasses, la nappe beige, le pot de sucre, le petit canard en porcelaine que Léo avait gagné à une kermesse à 6 ans. Elle ne l'avait jamais jeté. Elle a enlevé son manteau, essuyé ses joues, puis elle a ouvert l'enveloppe. Une seule feuille, pliée en 3 lignes. Je n'ai plus beaucoup de temps. Il faut que tu lui dises la vérité. Avant que ce soit moi qui parle. Aucun prénom, aucune signature. Il n'y en avait pas besoin. Élise s'est assise doucement, comme si la chaise pouvait céder sous le poids du passé. Elle a relu la lettre, 1 fois, puis 2, puis 10. Le canard en porcelaine la regardait de travers. Léo avait toujours dit qu'il avait l'air triste. Elle avait ri à l'époque. Maintenant, elle trouvait qu'il avait raison. Elle a fermé les yeux. Et tout est revenu. La chambre d'hôpital. L'odeur du désinfectant. Le bruit des roues dans le couloir. Un homme maigre au regard sombre. Sa colère. Sa peur. Et ce bébé qu'on lui avait posé contre le ventre alors qu'elle ne savait même plus si elle voulait encore vivre. Promets-moi une chose. La voix a surgi dans sa mémoire avec une netteté atroce. Ne lui dis jamais. Elle s'est levée brutalement. Sa chaise a raclé le sol. Non, pas ce soir. Pas après ce couloir. Pas après cette porte fermée. Elle a pris la lettre, l'a pliée, glissée dans le tiroir du buffet. Celui où elle rangeait tout ce qu'elle n'arrivait pas à détruire. Les factures, les photos, les excuses jamais envoyées et le bracelet de maternité de 2001. Elle a refermé le tiroir d'un coup sec. Comme on enterre un bruit. Le téléphone a sonné au même moment. Élise a sursauté. Personne n'appelait à cette heure-là. Presque personne n'appelait jamais. Elle a regardé l'écran. Maison de retraite Les Tilleuls.
Son souffle s'est coincé. Elle a décroché. La voix de l'infirmière était douce, trop douce. Madame Vasseur, votre sœur a encore demandé après vous. Élise s'est appuyée au mur. Sa sœur, Clara, qui ne se souvenait plus de l'année, plus du quartier. Parfois, plus de son propre prénom. Mais qui, certaines nuits, revenait 30 ans en arrière avec la précision d'un couteau. Elle dit que cette fois, elle se rappelle. Élise n'a rien répondu. Dans le combiné, on entendait un chariot passer. Puis l'infirmière a ajouté plus bas, « Elle répète la même phrase depuis 1 heure. » Le cœur d'Élise s'est serré. Quelle phrase? Un silence. Puis l'enfant n'était pas à elle. La cuisine s'est mise à tourner. Pas fort. Juste assez pour que les murs paraissent plus proches. Élise a regardé le tiroir du buffet, puis le gratin intact, puis la pluie contre la fenêtre. Pendant 20 ans, elle avait tenu grâce à une seule idée. Se taire, c'était protéger. Protéger Léo. Protéger les morts. Protéger ce qui restait de digne dans une histoire déjà trop sale. Mais ce soir, tout semblait se fissurer à la fois. La porte de son fils, la lettre, la mémoire cassée de sa sœur qui revenait au pire moment. Et cette phrase. L'enfant n'était pas à elle. Élise a raccroché sans savoir ce qu'elle avait promis. Elle s'est dirigée vers le buffet, a posé la main sur la poignée du tiroir, puis l'a retirée. Sur la table, son téléphone vibrait encore. Un nouveau message venait d'apparaître. Pas de nom, seulement un numéro inconnu. Elle l'a ouvert. Une photo, Léo, assis à la terrasse d'un café, de face, pris de loin. Et en dessous, une seule phrase. Il a le droit de savoir qui était vraiment sa mère. Élise a regardé la photo si longtemps que l'écran a fini par s'éteindre. Son reflet y a pris la place de Léo. Un visage creusé, des yeux rougis, une bouche qui avait trop souvent choisi le silence au nom de l'amour. Elle a rallumé l'écran. La photo était toujours là. Léo n'avait pas l'air heureux, pas vraiment. Il tenait une tasse entre ses mains, comme quelqu'un qui se protège du froid avec n'importe quoi. Derrière lui, la vitre du café reflétait une silhouette floue. Impossible de savoir si la photo avait été prise par hasard ou par quelqu'un qui le suivait. Ses doigts ont glissé vers le numéro. Elle aurait pu appeler, demander qui envoyait ça, crier, supplier. Elle n'a rien fait, elle savait déjà. Il n'y avait qu'une seule personne capable de frapper ainsi, sans entrer, sans signer, en laissant la peur faire le reste. Marc. Même après toutes ces années, elle reconnaissait sa façon d'approcher. Jamais frontalement, toujours par les bords, comme l'humidité sous une porte. Elle a reposé le téléphone. Puis elle a ouvert le tiroir du buffet. Le bracelet de maternité était là, blanchi par le temps. Le plastique avait jauni. On pouvait encore lire une date, 18 novembre 2001, et un prénom. Pas Léo, Maël. Élise l'a pris dans sa paume. Son souffle s'est cassé. Elle n'avait pas vu ce prénom depuis 15 ans. Elle l'avait caché comme on cache une lame, pas parce qu'elle voulait oublier, parce qu'elle n'y arrivait pas. On avait appelé le bébé Maël pendant 3 jours seulement, avant qu'on change tout, avant que Clara pleure tellement qu'on ait peur qu'elle se jette par la fenêtre, avant que Marc serre les dents et dise que personne ne devait savoir, avant qu'Élise, épuisée, perdue, accepte l'inacceptable avec la faiblesse de ceux qui n'ont plus de force pour dire non. Elle s'est assise à nouveau, le bracelet entre les doigts. Et le passé a fini par ouvrir sa porte. À cette époque, Clara était belle d'une beauté nerveuse, une beauté qui demandait pardon d'exister. Elle riait vite, aimait mal, faisait confiance à ceux qui parlaient fort. Marc avait parlé fort, très vite, très bien. Il promettait un appartement, une famille, un commerce, une vie stable. Clara l'avait cru. Élise, non. Mais elle travaillait déjà de nuit, à l'hôpital. Elle rentrait épuisée. Elle voyait sans voir. Quand Clara était tombée enceinte, Marc avait disparu pendant 2 semaines. Puis il était revenu avec des fleurs trop chères et une tendresse trop soudaine. Élise avait compris ce que ça valait. Clara, non. Non, le bébé devait tout réparer. C'est ce qu'il se racontait. Puis l'accouchement était arrivé trop tôt. Une nuit de novembre. De la pluie, les urgences saturées. Clara avait perdu beaucoup de sang. On l'avait descendue au bloc dans un vacarme métallique. Marc tournait dans le couloir comme un animal coincé. Élise, elle, tremblait déjà pour 2 raisons. Pour sa sœur et pour son propre ventre. Parce qu'elle aussi était enceinte, de presque 8 mois. Personne ne devait le savoir encore. Pas Clara, pas Marc, pas même le père. Le père n'était déjà plus là.
Il avait choisi la fuite avec la facilité des hommes qui laissent une femme porter seule ce qui les dérange. Cette nuit-là, tout s'était mélangé. Les cris, le sang, les portes battantes, les ordres secs. Puis ce silence étrange qu'on reconnaît quand quelque chose s'est mal terminé. Le bébé de Clara n'avait pas survécu. Un garçon. Quelques minutes, pas plus. Élise l'avait appris dans un couloir vide, par une interne qui croyait parler à la mauvaise sœur. Elle se souvenait encore du froid du mur contre son dos, et de cette pensée monstrueuse qui lui avait traversé l'esprit. Pas pour le bébé, pas d'abord, pour Clara. Elle ne s'en remettra pas. Et elle avait eu raison. Clara s'était réveillée brisée, vraiment brisée. Elle ne pleurait même plus. Elle fixait le plafond, demandait qu'on lui rende son fils, puis répétait qu'elle entendait encore ses pleurs alors qu'il n'en avait presque pas eu. 3 jours plus tard, Élise avait accouché à son tour. Trop tôt aussi, sous le choc, sous la peur, sous la fatigue. Un petit garçon vivant, fragile, minuscule, qui s'accrochait pourtant avec une colère magnifique. Elle l'avait regardé, longtemps. Elle avait cru qu'en le serrant contre elle, tout se remettrait à sa place. Mais rien ne s'est remis à sa place. Marc est venu la voir le soir même. Il a fermé la porte, tiré la chaise et parlé très calmement. Cette douceur-là l'avait glacée plus que la violence. Clara ne tiendra pas. Élise n'avait rien répondu. Les médecins disent qu'il faut éviter un nouveau choc. Toujours rien. Alors il avait approché son visage. Pas trop. Juste assez pour que sa menace ressemble à un conseil. Tu n'as pas de mari. Élise l'avait fixé. Pas d'argent. Il avait regardé le berceau transparent. Pas de maison assez grande. Puis il avait murmuré. Nous, on peut lui offrir une famille. Elle avait senti son sang quitter ses mains. Tu es fou. Il avait soupiré. Comme si elle compliquait tout. Le tien est vivant. Elle avait reculé. C'est mon fils. Marc avait posé les 2 mains sur le lit. Et si Clara apprend qu'elle a perdu le sien pendant que toi tu gardes le tien, tu crois qu'elle survivra à ça? Élise avait dit non. Encore. Plusieurs fois. Elle se souvenait de chacun de ces noms. Du premier, du dernier. Et du moment terrible où ils avaient commencé à sonner creux. Parce qu'entre le 4e et le 5e jour, Clara avait tenté d'arracher sa perfusion. Parce qu'elle hurlait qu'on lui avait volé son enfant. Parce qu'Élise saignait encore. Parce qu'elle était seule. Parce qu'elle n'avait personne pour la défendre. Parce que Marc avait trouvé les mots qui détruisent les faibles quand ils sont déjà à terre. Tu pourras le voir. Tu resteras près de lui. Il saura toujours que tu es sa tante. C'est mieux pour lui. Ce mensonge-là avait duré 20 ans. Officiellement, Léo était le fils de Clara et Marc. Puis, au fil du temps, plus personne ne posait de questions. Sauf le silence. Le silence, lui, posait des questions tous les jours, quand Clara s'enfonçait dans ses absences, quand Marc devenait plus dur, quand Léo, à 9 ans, venait chercher refuge dans la cuisine d'Élise avec ses cahiers sous le bras, quand il disait qu'il aimait mieux dormir chez sa tante, quand il avait les mêmes gestes qu'elle, la même façon de froncer le nez en lisant, la même peur des éclats de voix. Élise a serré le bracelet jusqu'à se faire mal. Elle aurait dû parler plus tôt, bien plus tôt, avant que Marc impose ses colères, avant que Clara commence à confondre les jours, avant que Léo bâtisse sa vie sur une maison dont les fondations étaient fausses. Le téléphone a vibré encore. Un nouveau message. Toujours du même numéro. Demain, 18h, Café des Ormes, où je lui envoie tout. Élise a senti la nausée monter. Tout. Qu'est-ce que cela voulait dire? Des papiers? Des photos? Une lettre? Ou pire? Des versions déformées. Marc n'avait jamais eu besoin de toute la vérité pour faire mal. Un morceau lui suffisait. Sur la table, le gratin refroidissait. Une croûte pâle se formait sur le dessus. Elle a pensé à Léo, à son visage derrière la porte, à cette phrase. Tu l'as choisi ce moment-là il y a 20 ans. Non, elle ne l'avait pas choisi. Elle l'avait subi, puis entretenu, ce qui était peut-être pire. Elle s'est levée, a pris son manteau, et sans même regarder l'heure, elle est ressortie sous la pluie. Dans le couloir de la maison de retraite, les néons rendaient les visages gris. L'infirmière lui a fait signe de parler doucement. Ce soir, elle est agitée. Élise a hoché la tête. Derrière la porte entr'ouverte, Clara était assise dans son lit. Toute petite, les cheveux plus fins, les mains transparentes. Mais ses yeux, eux, étaient étrangement nets. Trop nets. Quand elle a vu Élise, elle a eu un sourire d'enfant perdu. Puis elle a murmuré « Je savais que tu viendrais ».
Élise s'est approchée. Clara a tendu la main, l'a attrapée avec une force surprenante. Et sans préambule, sans confusion, sans trembler, elle a dit « Marc est venu cet après-midi ». Le sang d'Élise s'est glacé. Clara a dégluti. Ses yeux se sont remplis d'une lucidité terrible. Il m'a dit que Léo sait déjà une partie. Élise a senti son cœur rater un battement. Quelle partie? Clara a tourné la tête vers la fenêtre noire. Puis elle a soufflé. Il sait que je ne suis pas sa mère. Élise a lâché la main de sa sœur comme si elle venait de toucher un fil nu. Le lit a grincé. Clara a cligné des yeux. Mais elle n'avait pas l'air perdue. Pas cette fois. Elle avait l'air d'une femme réveillée trop tard. Qui lui a dit ça? Sa voix n'était presque plus la sienne. Clara a humidifié ses lèvres. Marc? Le prénom est tombé dans la chambre comme un verre brisé. Élise a reculé d'un pas, puis d'un autre. Quand? Cet après-midi. Clara n'a pas détourné les yeux. Il est venu avec son manteau gris. Il sentait encore le tabac froid. Il a dit que les mensonges devenaient trop lourds. Élise a laissé échapper un rire sec, sans joie, sans air. Lui, Clara a serré le drap entre ses doigts maigres. Je sais très bien qui il est. Puis son visage s'est défait, pas en larmes, en honte, la honte nue. Je l'ai laissé faire trop de choses. Élise s'est approchée, malgré elle, parce que cette voix-là, elle la connaissait. C'était celle de la petite sœur, pas celle de la mère, pas celle de la femme. La petite sœur qui, autrefois, se cachait dans son lit après les disputes. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Clara a fermé les yeux, comme pour mieux attraper les phrases. Il a dit que j'avais vécu toutes ces années avec l'enfant d'une autre. Un silence. Puis plus bas, il a dit que tu allais encore essayer de le garder pour toi. Élise s'est raidie. Ce n'est pas vrai. Mais au moment même où elle l'a dit, elle a compris que c'était déjà devenu vrai. Dans sa tête, elle cherchait une solution. Pas la bonne, pas la juste, la moins destructrice, celle qui lui permettrait encore de tenir quelques heures, quelques jours. Le temps de respirer, le temps de préparer les mots, le temps de ne pas perdre Léo d'un seul coup. Clara l'a regardé longtemps, puis elle a murmuré. « Tu vois, c'est toujours ça, ton erreur. » Élise a froncé les sourcils. « De quoi tu parles ?» Clara a eu un sourire triste. « Tu veux toujours préparer la douleur avant de la donner. » Comme si ça la rendait plus douce. Elle a avalé sa salive avec peine. Mais la douleur préparée à l'avance, elle dure juste plus longtemps. Élise n'a pas répondu, parce qu'au fond, elle savait. L'infirmière est entrée pour proposer un calmant. Clara a refusé, d'un mouvement sec de la tête. Elle n'avait plus cette énergie depuis des mois. Élise en a eu peur. Les moments de clarté de sa sœur étaient toujours des orages. Courts, violents, et plein de choses que personne ne savait remettre à leur place après. Tu dois lui dire demain matin. Clara parlait vite à présent, comme si le peu de mémoire revenu risquait de s'éteindre d'un coup. Pas demain soir, pas après avoir vu Marc, pas après lui avoir laissé salir tout. Élise a baissé les yeux. Elle pensait déjà au message, au Café des Ormes, à 18 heures, à tout ce que Marc pouvait montrer ou inventer. Je vais gérer. Clara a eu un rire bref, plus douloureux qu'un sanglot. Gérer. Tu disais déjà ça à l'hôpital. La phrase a frappé Élise en pleine poitrine. Elle a pris son sac, trop vite, comme quelqu'un qui fuit une pièce où l'air devient rare. Repose-toi. Clara a tendu la main, attrapé son poignet. Ne recommence pas. Élise l'a regardé, et c'est là qu'elle a choisi la mauvaise route. Pas par cruauté, pas par orgueil pur. Par peur, la peur vieille, la peur sale, la peur de perdre d'un seul geste l'unique personne qu'elle avait protégée toute sa vie, même de travers. « Je te promets », a-t-elle dit. Mais elle mentait déjà. Dans le taxi du retour, elle a appelé Léo. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas de réponse. Elle a failli laisser un message. Elle a raccroché avant la tonalité. Qu'aurait-elle dit? Ne crois pas ce qu'on va te dire. J'ai une vérité à t'offrir. Mais j'aurais dû te la donner quand tu avais l'âge de perdre tes dents de lait. Je suis ta mère, mais j'ai accepté de devenir ta tante pour sauver une femme qui n'a jamais vraiment guéri. Aucune phrase n'entrait dans une bouche humaine. Chez elle, l'appartement sentait toujours le gratin froid. Elle n'a pas allumé la lumière tout de suite. Elle a traversé la cuisine dans le noir. A ouvert le réfrigérateur. La lueur blanche a découpé la table. Le plat. Le canard en porcelaine. Et, juste à côté, l'enveloppe beige. Elle l'avait pourtant en rangée. Son souffle s'est suspendu. Elle s'est approchée. L'enveloppe était bien là, sur la table,
comme si quelqu'un l'avait déplacé en son absence. Ses doigts sont devenus glacés. Puis elle a vu, sous l'enveloppe, un petit carré de papier, arraché à un carnet. 4 mots. Je peux entrer partout. Aucune signature, pas besoin. Elle a couru jusqu'à la porte d'entrée. Le verrou était fermé. La chaîne aussi. Les fenêtres n'avaient pas bougé. Mais soudain, son appartement ne ressemblait plus à un refuge, seulement à une boîte où Marc connaissait encore les angles morts. Elle a pris le premier couteau venu, l'a posé devant elle. Geste absurde, presque ridicule. Puis elle a enfin appelé le numéro inconnu. Une sonnerie. Puis 2. Puis la voix de Marc, vieillie, éraillée, mais intacte dans son pouvoir de la faire trembler. Je me demandais quand tu rappellerais. Élise a serré le combiné. Qu'est-ce que tu veux? Que tu arrêtes de me parler comme si j'étais le seul coupable. Elle a fermé les yeux. Tu as contacté Léo? Je lui ai seulement évité de mourir idiot. Sa respiration s'est cassée. Qu'est-ce que tu lui as dit? Marc a pris son temps. Toujours cette façon de mâcher le silence avant de mordre. Qu'il y avait un mensonge à la base de sa vie. Que Clara n'était pas sa mère. Que toi, tu savais tout. Élise s'est laissée tomber sur la chaise. Le couteau a glissé de quelques centimètres sur la table. Et tu lui as dit le reste? Non. Pas encore. Elle aurait dû raccrocher. Elle aurait dû appeler Léo tout de suite. Courir chez lui. Tout dire. Tout salir, mais elle-même. Au lieu de ça, elle a demandé « Qu'est-ce que tu veux en échange ?» Le silence de Marc a changé de texture. Il était satisfait. Il attendait cette question. « Viens demain. Apporte les papiers. Les vrais. » Élise a compris. Le bracelet, les certificats, les copies de naissance qu'elle avait cachées, les dossiers qu'elle avait volés en douce avant qu'on les classe. Pourquoi? La vérité a un prix. Elle a murmuré « Tu n'as jamais changé. » Il a presque ri. Toi non plus. Quand elle a raccroché, la pièce tanguait. Sur le mur, l'horloge battait comme un cœur étranger. Elle s'est levée. A sorti du buffet une vieille boîte à biscuits. Dedans, sous des photos et des quittances, dormaient les preuves de toute une vie tordue. Le bracelet Maël, un compte-rendu médical, une attestation signée à moitié et une photo, une seule, prise à l'hôpital. Floue, on y voyait Clara dans son lit, pâle, épuisée, et dans ses bras, le nouveau-né d'Élise. Au dos, une date et 2 mots écrits de la main de Marc, enfin apaisés. Élise a eu envie de vomir. Elle a remis la photo dans la boîte. Puis elle a fait ce qu'elle faisait toujours quand la peur montait trop haut. Elle a choisi le contrôle, le faux contrôle. Elle a rangé les preuves dans un sac, a éteint son téléphone et a décidé qu'elle verrait Marc avant de parler à Léo, juste pour récupérer ce qu'il pouvait avoir, juste pour empêcher pire, juste encore une fois. Le lendemain, à 16h20, elle était déjà assise au fond du Café des Ormes, le sac collé contre ses jambes, le cœur en morceaux. Le serveur essuyait des verres. La porte s'est ouverte. Ce n'était pas Marc, c'était Léo. Léo s'est arrêté juste à l'entrée. Il l'a vu, elle l'a vu, et pendant une seconde, aucun des deux n'a bougé. Le café était plein de bruits simples, des cuillères, des tasses, une chaise qu'on traîne. Mais entre eux, il n'y avait plus rien de simple. Léo s'est approché lentement. Son manteau était encore ouvert. Il avait oublié de boutonner sa manche droite. Quand il était petit, il faisait toujours ça quand il était bouleversé. Élise l'a remarqué aussitôt. Et ça lui a fait mal comme une caresse interdite. « Tu avais rendez-vous avec lui ?» Sa voix était basse, contrôlée, trop contrôlée. Élise a regardé autour d'elle. « Assieds-toi. Réponds d'abord. » Elle a levé les yeux vers lui. « Oui. » Il a tiré la chaise d'en face. S'est assis. Pas complètement, comme quelqu'un prêt à repartir. « Pourquoi ?» Elle a posé ses mains sur le sac à ses pieds, pour qu'il ne voie pas qu'elle tremblait, parce que j'avais peur de ce qu'il pouvait te dire. Léo a hoché la tête, sans douceur. Il m'a déjà dit assez. La serveuse est venue. Il a demandé un café noir. Elle a demandé de l'eau. Quand la serveuse est repartie, Léo a planté ses yeux dans les siens. « Est-ce que c'est vrai ?» Élise a senti tout son corps se raidir. « Quoi exactement ?» Il a eu ce petit rire sec qu'il avait quand il ne croyait plus personne. « Ne fais pas ça !» Il s'est penché, très légèrement. Assez de phrases tordues, assez de détours. « Est-ce que Clara est ma mère ?» Élise a baissé les yeux. Une seule seconde. Mais ça a suffi. Léo s'est adossé à sa chaise comme s'il venait de recevoir un coup dans le ventre. Il n'a pas crié. Il n'a rien cassé. Ce silence-là était pire.
Depuis quand je vis dans un mensonge? Elle a voulu dire depuis toujours. Elle n'a pas pu. Alors elle a murmuré, depuis le début. Le café noir est arrivé. La serveuse a senti quelque chose. Elle a posé la tasse sans un mot. Léo n'y a pas touché. Qui est ma mère? Cette fois, Élise a levé la tête. Elle a vu la fatigue, la colère, et sous la colère, quelque chose de plus ancien, une vieille blessure sans nom, celle qu'il portait sans savoir d'où elle venait. Je dois t'expliquer la nuit où tu es né. Non. Il a secoué la tête. Je ne veux pas une histoire. Je veux un nom. Élise a fermé les yeux. Une seconde encore. Pas pour fuir, pour ne pas tomber. Clara a perdu un bébé cette semaine-là. Léo n'a pas bougé. Alors elle a continué. Un petit garçon. Elle a sombré. Marc a pris toute la place. Elle avait promis de ne plus contourner. Et pourtant, elle contournait encore. Parce que le mot juste restait coincé derrière 20 ans de honte. Tu étais là. Sa voix a tremblé. Et lui a décidé que ce serait plus simple de mêler les ruines. Léo l'a regardé fixement. Tu parles comme si tu avais laissé faire un déménagement. Élise a encaissé sans se défendre. Il avait raison. Les choses les plus monstrueuses prennent parfois la forme de décisions administratives. Une signature, un dossier déplacé, un berceau poussé de quelques mètres. Je n'ai pas su empêcher. Il a frappé une fois la table du plat de la main. Pas fort, mais assez pour faire teinter sa tasse. Empêcher quoi? Quelques têtes se sont tournées, puis sont reparties. Le monde adore regarder la douleur des autres, à condition qu'elle ne dure pas trop. Élise a plongé la main dans son sac, en a sorti le bracelet de maternité. Le plastique jauni a brillé sous la lumière. Elle l'a posé entre eux. Léo a lu le prénom. Sa mâchoire s'est crispée. Maël. Qui est Maël? Le prénom qu'on t'a donné pendant 3 jours. Léo a cessé de respirer, ou c'est ce qui lui a semblé. Pourquoi ce n'est pas écrit Léo? Elle a avalé sa salive. La vie a été changée après. Il a pris le bracelet, du bout des doigts, comme un objet contaminé. Puis il a regardé la date. Longtemps. Marc savait? Oui. Clara? Élise a mis du temps à répondre. Pas tout de suite. Puis si, puis plus vraiment. Cette phrase a cassé quelque chose dans le visage de Léo, parce qu'elle disait toute la misère d'une vie. Une mère qui ne l'était pas tout à fait. Une femme qui avait su, puis s'était perdue en route. C'est qu'il a poussé le bracelet vers elle, doucement, comme s'il brûlait. Donc Clara a perdu un bébé. Et moi, j'ai été donné à la place? Le mot donné l'a éventré, mais elle a hoché la tête, très légèrement, les yeux pleins. Ce n'était pas un don. C'était une faute. Léo a passé une main sur son visage. Il avait l'air plus vieux tout à coup, pas de quelques années, d'une enfance entière. Et toi? Enfin, la question arrivait. La vraie, la plus terrible. Qui étais-tu dans tout ça? Élise a senti sa gorge se fermer. Autour d'eux, le café continuait. La machine soufflait. Un enfant riait près de la vitrine. Le monde persistait avec obscénité. Elle a ouvert la bouche. Rien. Léo s'est levé d'un coup. Laisse tomber. Tu vois? Tu protèges encore quelqu'un. Et ce n'est jamais moi. Il a pris son manteau. Elle s'est levée à son tour. Attends. Il s'est figé. Pas par obéissance, par épuisement. Alors elle a dit la seule chose honnête qu'elle pouvait encore dire sans s'effondrer entièrement. J'étais du côté de la faute. Il n'a pas bougé. Elle a continué, la voix cassée. Mais jamais du côté de l'indifférence. Jamais du côté de l'abandon. Léo s'est retourné lentement. Ses yeux se sont posés sur elle avec une douleur nue. Tu ne peux pas me demander de comprendre avec des morceaux. Je sais. Alors donne-moi le reste. Elle a regardé sa tasse d'eau intacte. Le bracelet, ses propres mains, puis lui. Et elle a vu quelque chose qu'elle n'avait plus vu depuis longtemps. Pas la colère, pas le reproche, une demande, minuscule, presque honteuse. Celle d'un enfant devenu homme qui espère encore qu'au milieu des mensonges, quelqu'un l'aimait vraiment. Cette lueur-là a failli la sauver. Elle a pris une inspiration. Viens avec moi. Il a froncé les sourcils. Où? Voir Clara. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu entendes une partie d'elle. Et une partie de moi. Il l'a dévisagé longtemps. Puis, contre toute attente, il a remis son manteau sur le dossier de la chaise. Pas complètement rassuré, pas apaisé, mais pas parti. C'était peu, c'était immense. Un premier pas fragile, une fente de lumière dans une pièce fermée depuis trop longtemps. D'accord, a-t-il dit. Mais après, tu me diras tout. Élise a hoché la tête. Cette fois, elle a voulu tenir sa promesse. Ils ont quitté le café côte à côte, sans se toucher. Dehors, la pluie s'était arrêtée.
L'air sentait le métal mouillé. À mi-chemin de la maison de retraite, le téléphone de Léo a vibré. Il a regardé l'écran. Son visage a changé. C'est lui. Ellie s'est arrêtée net. Ne réponds pas. Mais Léo avait déjà ouvert le message. Une photo, prise quelques secondes plus tôt, visiblement depuis l'autre côté de la rue. On les voyait tous les deux, de dos, marchant ensemble. Sous la photo, une phrase. Une seule. Ne la laisse pas parler avant d'avoir vu ce qu'elle t'a pris. Puis un second message est arrivé aussitôt. Cette fois, avec une pièce jointe. Un scan jauni. Un acte de naissance. Léo l'a ouvert. Ses yeux ont parcouru la ligne du haut. Puis il s'est immobilisé au milieu du trottoir. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Il a relevé lentement la tête vers Élise, comme si le sol venait de disparaître sous ses pieds. « Pourquoi ton nom ?» a-t-il demandé d'une voix blanche. Est écrit à la place de Mare. Élise n'a pas répondu tout de suite. Le vent a soulevé une mèche de cheveux sur le front de Léo. Autour d'eux, les passants contournaient leur arrêt comme on contourne un accident sans vouloir voir le sang. Il tenait encore son téléphone. L'acte de naissance tremblait à l'écran. Le mot mère, son nom à elle, noir sur blanc, plus solide que toutes les phrases. Pourquoi? Cette fois, ce n'était plus une attaque. C'était pire. Une imploration. Alors Élise a cessé de tenir debout par habitude. Elle a cessé de chercher la version la moins violente. Elle a dit « parce que c'est vrai ». Léo n'a pas bougé. « Je suis ta mère ». Le silence qui a suivi n'avait rien d'un silence. Il y avait dedans 20 ans de repas, de fêtes, de fièvre, de portes refermées, de cadeaux maladroits, de colère rentrée, de gestes retenus. Léo a cligné des yeux, une fois, puis deux, comme si le monde était devenu flou d'un seul coup. Non. Le mot est sorti sans force, pas pour contester, pour survivre quelques secondes de plus. Élise a senti ses jambes céder. Elle s'est appuyée contre le mur humide. « Je t'ai porté, je t'ai mis au monde, et je t'ai laissé partir sans te quitter. » Léo a baissé les yeux vers l'écran, puis vers elle, puis de nouveau vers l'écran. Son visage s'est vidé de toute couleur. « Arrête !» Elle a secoué la tête. « Je ne peux plus. »« Arrête !» Il a reculé d'un pas. Sa respiration est devenue plus courte, plus bruyante, comme celle d'un homme qui vient de remonter trop vite à la surface. « Tu étais là, tout le temps, à table, aux anniversaires, quand j'étais malade, quand il me criait dessus. » Sa voix a cassé sur le dernier mot. Il a fermé la bouche. Trop tard. Élise l'avait entendu. Elle l'avait toujours entendu, même quand il ne disait rien. Oui. C'était tout ce qu'elle a pu répondre. Oui. J'étais là. Pas assez. Jamais assez. Mais là. Léo a passé ses deux mains sur son visage, puis il a laissé tomber son téléphone dans sa poche, comme si l'objet le brûlait. Depuis quand Clara savait? Pas tout de suite. Puis elle a compris. Puis elle a préféré croire ce qui lui permettait de tenir. Léo a levé les yeux au ciel. Pas pour chercher Dieu, pour empêcher les larmes. Et toi, tu as préféré quoi? Élise a pris le coup sans broncher. La peur. Il a eu un rire qui ressemblait à un étranglement. Enfin une phrase honnête. Ils sont restés là sous le ciel bas sans avancer. Puis Léo a dit « On va la voir ». Élise a hoché la tête. Ils ont repris la route, plus vite, pas côte à côte cette fois, avec entre eux quelque chose de neuf, quelque chose d'insupportable. La vérité enfin sortie, et tout ce qu'elle n'effaçait pas. Dans la chambre des Tilleuls, Clara était réveillée. Les rideaux n'étaient pas tirés. Le soir tombait sur les vitres. Une lumière grise, presque marine. Quand elle a vu Léo entrer derrière Élise, ses mains se sont mises à trembler. Pas de confusion, pas de délire. Une reconnaissance immédiate, brutale. Ses yeux se sont remplis d'eau. « Tu es venu ?» Léo n'a pas répondu. Il est resté debout au pied du lit. Raide, comme si s'asseoir aurait voulu dire pardonner quelque chose. Clara a regardé Élise, puis lui, puis de nouveau Élise. Et elle a compris que le barrage avait cédé. Il sait. Personne n'a répondu. Elle a fermé les yeux, un instant seulement. Quand elle les a rouverts, elle semblait plus vieille de 10 ans. « Je voulais te le dire 1000 fois. » Sa voix tremblait. « Et 1000 fois, j'ai eu peur que tu me regardes comme un monstre. » Léo a enfin parlé. « Alors, regarde-moi maintenant. » Clara a reçu la phrase en plein cœur. Ça s'est vu. Elle a porté la main à sa poitrine, comme pour calmer une douleur physique. « Je t'ai aimé. Je sais que ça ne suffit pas, mais je t'ai aimé. » Léo a serré les dents. On peut aimer et voler. Le visage de Clara s'est défait. Élise a voulu intervenir. Léo a levé la main sans la regarder. « Non,
Il avait besoin de l'entendre d'elle, seulement d'elle. Clara a hoché la tête, très lentement. Oui, on peut. Le mot « oui » dans sa bouche avait le goût d'un poison avalé trop tard. Elle a tiré le drap contre elle. Quand on m'a dit que mon bébé était mort, je n'ai plus entendu la moitié du monde. Je ne respirais plus bien. Je ne pensais plus droit. Puis j'ai vu un enfant. Ses yeux sont allés vers Élise, puis sont revenus sur Léo. Ton enfant, je l'ai su. Pas ce premier jour, pas le deuxième, mais je l'ai su. Léo a blêmi. Et tu n'as rien dit. Clara s'est mise à pleurer sans bruit, des larmes maigres, épuisées. J'ai dit non au début. Puis j'ai pris tes doigts dans ma main. Tu serrais si fort. Et j'ai eu une pensée honteuse. Sa voix s'est effondrée. Je me suis dit que si on m'arrachait aussi ce bébé-là, je mourrais pour de bon. La chambre entière s'est contractée autour de cette phrase. Élise a baissé la tête, parce qu'elle se souvenait du regard de Clara, du sien, de la fatigue, de l'horreur devenue possible. Léo fixait Clara comme on fixe un paysage après l'incendie. On reconnaît encore les formes, mais on sait que rien n'est récupérable tel quel. Marc a tout organisé, a murmuré Clara. Il disait qu'on réparait 2 vies d'un coup. Elle a secoué la tête. On en a cassé 3. Puis elle a regardé Élise, longtemps, avec une douceur atroce. Et c'est elle qui a payé tous les jours. Léo a eu un mouvement de recul. Ne fais pas ça. Ne la rends pas victime maintenant. Clara a fermé les yeux. Tu as raison. Il n'y a pas de victimes propres dans cette histoire, seulement des gens qui ont mal choisi le jour où ils étaient déjà détruits. Le silence est retombé. Le moniteur au mur lançait une lumière verte régulière. La respiration de Clara sifflait légèrement. Puis, elle a tendu la main vers la table de nuit. Ses doigts cherchaient quelque chose. Élise a ouvert le tiroir. Un petit carnet bleu y dormait. Usé, les coins cornés. Clara l'a pris, l'a posé sur ses genoux, puis l'a tendu à Léo. Je l'ai écrit quand ma mémoire commençait à partir. Pour que le jour où tu saurais, personne ne puisse arranger ma vérité à ma place. Léo n'a pas voulu le prendre tout de suite. Clara a insisté d'un regard. Alors il a saisi le carnet. Ses doigts ont frôlé ceux de Clara. Le contact a duré moins d'1 seconde, mais Clara a fermé les yeux comme si elle recevait une grâce. À la dernière page, a-t-elle soufflé. Il y a quelque chose pour toi. Léo a ouvert le carnet. Pas au début, à la fin. Une enveloppe était scotchée à la couverture intérieure. Petite, épaisse. Au recto, 3 mots. Pour quand il saura. Léo a décollé l'enveloppe. À l'intérieur, une clé et un papier plié. Il l'a ouvert. Ses yeux ont parcouru 2 lignes. Puis, il a relevé brusquement la tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Clara a regardé Élise. Pas Léo. Élise a senti le sang quitter son visage. Elle connaissait cette écriture et cette adresse. Un box de stockage, loué autrefois au nom de Marc. J'y ai mis ce qu'il cachait, a murmuré Clara. Les dossiers, les lettres et une cassette. Léo a serré la clé dans sa main. Une cassette de quoi? Clara s'est mise à tousser. L'infirmière a fait un pas vers la porte. Élise aussi. Mais Clara a levé un doigt pour les arrêter. Puis, dans un souffle presque inaudible, elle a dit « La nuit où il t'a pris à ta mère, Marc a tout enregistré.